Nous entamons tout de suite la toute première partie de cette émission. Il s'agit de la chronique du citoyen. Les forces de l'ordre jouent un rôle crucial dans nos vies, mais où se situent en réalité leurs frontières entre droit et limites? Mariano Gagny-Arrossou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes là donc pour partager avec nous le contenu de votre réflexion. Bien sûr. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur. Nous parlons des forces de l'ordre, droits et limites. Un acte ordinaire, conséquence extraordinaire. Bavure policière, violation des droits humains. Forces de l'ordre, droits et limites. Respectez la loi et elle vous protégera. Désobéissez-la, elle vous apprendra les bonnes manières. Voilà quelques phrases successives qui sont corollaires à la notion des forces de l'ordre public. Chers citoyens ou téléspectateurs, imaginez-vous au guidon, au volant, roulant paisiblement. Et puis soudain, une sirène retentit. Ce sont les forces de l'ordre, vous intimant l'ordre de vous arrêter. Vous avez deux choix, obtempérer ou désobéir. Il y en a ceux-là qui vont obtempérer, tant mieux. Et ceux ou d'autres qui, animés d'une mauvaise inspiration, vont décider de jouer au Jet Li, Jackie Chan, ou tourner Fast and Furious avec la police ou les forces de l'ordre. Je dirais, on va essayer de délimiter ça pour parler des notions ou bien des agents de police judiciaire ou administrative. Quelles sont les conséquences légales qui vous guettent dès lors que vous essayez ou vous refusez d'obtempérer à une force de l'ordre public? Elles sont nombreuses. Alors, pour commencer, que peut-on retenir de la notion de refus d'obtempérer à une force de l'ordre public? Nous pouvons retenir qu'il se produit lorsqu'une personne décide ou ne respecte pas une injonction ou un ordre d'un agent de force de l'ordre public dans les limites ou dans l'exécution de ses fonctions. C'est très important, dans l'exécution de ses fonctions. Et il faut noter que le refus d'obtempérer à une force de l'ordre public est régi par le code pénal béninois en cet article 95, en cet article 395 exactement. Et quand nous parlons ou quand nous évoquons le code pénal, nous savons tous que nous sommes déjà en matière correctionnelle ou criminelle. Cela dit que refuser d'obtempérer à une force de l'ordre public est une infraction? Bien sûr, ça l'est une. Et quand nous parlons du code pénal, l'article 394 l'a bien disposé que toute attaque, je cite, toute attaque, toute résistance, avec violence et voie de fait envers des officiers ministériels, les gardes champêtres ou agents, point de suspension, les officiers ou agents de police administrative ou judiciaire agissant pour l'exécution des lois, les ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugement est qualifié selon les circonstances, crimes ou délits de rébellion. Il faut noter juste que quand nous parlons ou quand nous évoquons cet article du code pénal, c'est une éventualité que nous qui décidons de ne pas obtempérer à une force de l'ordre public, nous allons forcément écoper des peines d'emprisonnement ou des sanctions, des amendes très lourdes. Et vous allez vous demander pourquoi un tel sérieux pour un simple refus. Ce n'est pas un simple refus. Celui ou l'agent qui est sur le terrain en tant que ou représentant de l'autorité publique, dès que vous refusez de ne pas coopérer, vous êtes en train d'aller contre ou vous êtes en train de désobéir à l'autorité publique, à l'État tout entier. Vous êtes en train de remettre en cause l'autorité publique d'un État tout entier. C'est pour cela que les conséquences sont sévères. Et quand nous évoquons toujours avec les forces de l'ordre public, vous allez vous demander quels sont nos droits en tant que citoyens. Les agents de police judiciaire comme administrative, parce que leurs rôles sont un peu confondus, il faut le notifier. Administrative pour dire qu'il est là pour protéger l'ordre public, qu'il est là pour
préserver l'atteinte à l'ordre public et judiciaire. Dès lors que l'atteinte à l'ordre public est réalisée ou dès lors qu'une infraction est commise, il se transforme en même temps en police judiciaire pour vous poursuivre. Vous allez demander, nous, citoyens, ou vous, téléspectateurs, quels sont vos droits face à un agent de force de l'ordre public? C'est une évidence, nous avons tous des droits. Il faut noter d'abord que tout contrôle avec les forces de l'ordre public ne doit pas être en contradiction avec votre intégrité physique. Obéissez, coopérez pour éviter les bavures policières. Obéissez et coopérez pour ne pas vous mettre entre limites d'une force de l'ordre public. Vous mettez entre ces limites en ce sens qu'il sera obligé de faire ce qu'il ne va pas faire. Et nous allons parler des violations de droit. Alors, comportement à éviter. Vous avez des comportements souvent à inciter la force de l'ordre public à agir. Il a été formé pour agir dès lors qu'il remarque une violation de la trilogie traditionnelle de l'ordre public. Nous allons parler de la sécurité publique, de la tranquillité publique et de la salubrité publique. Une infraction qui peut transformer une situation banale en un véritable groupe judiciaire. Alors, chers tous, on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais moi, avec un peu de science juridique, je vous dirais qu'il vaut mieux obéir à une force de l'ordre public avec sourire que de comparaître devant un tribunal avec les larmes aux yeux. Obéissez, soyez respectueux. Et dès lors que vous sentez vos droits bafoués, ce même droit vous permet de saisir avec les recours des droits humains pour pouvoir vous faire entendre et pouvoir sanctionner toute violation. Ne vous mesurez pas à une force de l'ordre public. Il est là pour protéger toute la société. Alors, comprenez vos droits, vos devoirs et les forces de l'ordre public aussi comprendront leurs droits et limites. Merci beaucoup. C'était Mariano Gagnan-Rosso, juriste en formation. Merci donc Mariano pour ces différents éclaircissements. On va se retrouver semaine prochaine. Ça me fera beaucoup plaisir. Pour un autre numéro de votre chronique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et donc voilà le contenu de cette chronique qui a été livrée. Nous allons à présent passer à la leçon de civisme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Leçon de civisme. Comportement responsable au bureau. Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de civisme du bon citoyen. Aujourd'hui, nous allons aborder des gestes simples mais essentiels que chacun de nous peut appliquer au quotidien pour contribuer à la protection de notre environnement et à la préservation de nos ressources. Être un bon citoyen, c'est aussi adopter des comportements responsables, notamment dans nos bureaux et espaces de travail. Tout d'abord, parlons de l'électricité. Lorsque vous quittez votre bureau, pensez à éteindre les lampes électriques. Cela peut sembler anodin, mais chaque petit geste compte. En éteignant la lumière, vous contribuez à réduire la consommation d'énergie et à diminuer notre empreinte carbone. N'oublions pas que l'électricité est souvent produite à partir des ressources non renouvelables et chaque watt compte. Ensuite, parlons de la climatisation. Si vous avez l'habitude de travailler dans un bureau climatisé, assurez-vous de couper la climatisation avant de quitter la pièce. De cette manière, vous évitez de gaspiller de l'énergie et de participer à un gaspillage inutile de ressources. De plus, une meilleure gestion de la climatisation aide à maintenir un environnement de travail agréable pour les collègues qui restent. Enfin, un geste tout aussi important concerne l'eau. Lorsque vous terminez d'utiliser un point d'eau, que ce soit dans une cuisine ou des sanitaires, veillez à bien fermer les robinets d'arrêt. Un robinet qui fuit peut gaspiller des litres d'eau chaque jour. En prenant quelques secondes pour s'assurer que le robinet est bien fermé, vous aidez à préserver cette ressource précieuse qu'est l'eau. Être un bon citoyen
c'est adopter des habitudes qui respectent notre environnement. Éteindre les lampes, couper la climatisation et bien fermer les robinets ne prennent que quelques secondes. Mais cumuler ces gestes font une grande différence. Soyons tous acteurs du changement et ensemble construisons un monde plus responsable et durable. Merci de votre attention et restez de bons citoyens. On revient donc dans ce studio pour le débat du jour. Ce débat qui nous permet de recevoir sur ce plateau Monsieur Urniel Alopo, jeune juriste et militant pour les droits humains. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. En face de vous, nous avons le docteur Bertin Corvi. Bonjour docteur. Bonjour. Je rappelle que vous avez été présidentiable de 2016 dans notre pays, le Bénin. Vous êtes donc là pour nous parler de l'importance de la participation du peuple béninois dans son propre développement. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. On va démarrer tout de suite, Monsieur Bertin Corvi. Dites-moi, quelle définition vous donnez tout de suite à ce qu'on appelle la participation du peuple dans un processus de développement? Alors, je dirais tout simplement qu'il ne faudrait pas que le peuple subisse le développement, mais que le peuple soit suggestionné à ce qu'on veut faire pour lui, et que le peuple participe, et même parfois même à la réflexion, ce serait l'idéal, ou alors que le dirigeant par des enquêtes d'opinion, essaie de savoir ce dont son peuple a besoin. Il se trouve que dans la plupart de nos pays africains, on n'a pas besoin de grand chose pour savoir ce dont nous souffrons. Nous souffrons d'avoir les fondamentaux du développement. Et moi, économiste chercheur, en économie fondamentale, nous disons qu'il y a 7 fonctions que l'État doit aider à construire dans son pays pour que tout aille bien. La première fonction, c'est la disposition de l'énergie. Vous, certainement dans votre... Je vous ai vu avec des prêtres tout à l'heure, dont vous connaissez un peu la Bible. Genèse 1, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. La création a commencé par la disponibilité de l'énergie. L'État doit travailler à ce que cela existe. 2, la nourriture. Un peuple qui ne mange pas, il y a problème. Après ça, la santé, l'éducation, l'habitat. Après l'habitat, on a déjà parlé de l'éducation. Et il faut ajouter aussi les infrastructures. Parce que nous ne sommes pas des oiseaux qui sautent d'un point à un autre. Il faudrait la connectivité. Au-delà de ça, et c'est capital, il faut que l'État contrôle le message spirituel, ou plutôt le message qui a trait à la religion, qui est diffusé publiquement. Parce que si vous ne contrôlez pas cela, vous aurez des problèmes dans votre pays. Aujourd'hui, dans notre pays, dans plusieurs pays africains, hélas, nombreux deviennent illuminés. Jésus-Christ m'a parlé. Il comprend 2, 3 versets bibliques et il croit que c'est lui qui connaît tout. Il ne met pas les choses dans leur contexte. D'ailleurs, on l'a vu à Savalou. Alors, donc, pour dire tout simplement, il faut que le peuple soit associé à ce qui se fait. Et c'est ça, au fait, que le peuple participe à son développement. Mais est-ce que nos peuples sont prêts? C'est toute la question. On va y revenir tout à l'heure. En vous suivant par rapport aux 7 fondamentaux du développement, j'ai senti que vous n'avez pas du tout fait référence, par exemple, aux droits humains, alors que nous avons en face de vous un militant des droits humains. Donc, Urniel, alors dites-nous le sentiment qui vous anime tout de suite. Dès qu'on évoque une question aussi sensible que la participation du peuple au développement de son pays, et qu'en référence quand même à ce que le docteur Bertin Corvi vient de partager avec nous, que vous n'ayez pas eu vent des notions relatives, par exemple, aux droits humains. Oui, je puis comprendre, mais je vais d'abord commencer par dire qu'il ne s'agit pas de frustration qui m'anime. Je suis tout à fait d'accord avec ces fondamentaux du développement que le docteur a si bien énumérés.
Je suis également d'accord lorsqu'on parle de l'énergie, lorsqu'on parle de l'habitat. Et tout cela, la frustration ne m'anime guère justement parce que ça rentre dans le cadre des droits humains. Lorsque le peuple a accès à l'énergie, c'est le droit à l'énergie, à l'électricité qui est fourni. Lorsque le peuple a accès à un habitat, c'est le droit à un logement qui est fourni. Et ces droits consacrés par les instruments internationaux ainsi que par notre Constitution, dès lors qu'il y a les efforts de l'État pour la réalisation de ces droits, assurément, je puis me dire que les droits humains sont en train d'être essayés, d'être respectés. Et également, je vais amorcer et demander si à la réalité, les efforts de l'État sont suffisants. Mais là n'est pas encore mon propos, vu qu'il s'agit là de participation des citoyens même au développement. Certes, il y aura nécessairement les efforts de la part de l'État, les efforts qui assurément seront troublés d'un moment à un autre. Mais qu'est-ce que le citoyen lui-même peut faire dans le cadre du respect de son droit, dans le cadre de la mise en œuvre de la protection de son droit, dans le cadre de l'effectivité ou de la mise en œuvre de l'effectivité de son véritable droit subjectif et de son droit fondamental à l'eau, à la nourriture, au logement, ainsi qu'à une justice équitable, à un procès équitable par exemple. Et tout cela, ce sont des réflexions constructivistes et continuelles que l'on ne cesse de mener et qu'aucun citoyen ne doit arrêter de mener, que ce soit dans ses réflexions personnelles, que ce soit dans un cadre éducatif ou religieux, que ce soit dans une émission télé, et en l'occurrence, nous sommes dans une émission télé. Alors, je vais vous partager quelques réflexions pour contribuer et pour essayer de contribuer à l'enrichissement de ce débat. D'abord, j'aimerais attaquer un point fondamental. Lorsqu'on remarque que au Bénin, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des cimes et il y a des abîmes. Et assurément, ceux qui sont au plafond, ceux qui sont au sommet, je remarque quelques attitudes un peu déplorables. Je m'en vais parler du gaspillage alimentaire. C'est un appel à une régularisation des pratiques domestiques parce qu'aujourd'hui, on va remarquer que lorsque le pays va se développer, il faut également de la nourriture. Et lorsqu'on est dans une société d'abondance, dans ce même Bénin où les Béninois eux-mêmes sont d'une part riches, d'une autre part pauvres, les riches étant dans l'abondance, il y a ce devoir latent, non pas forcément juridique, mais ce devoir moral que nous devons avoir lorsque nous voulons contribuer au développement. J'ai pu entendre autrefois que le développement ne peut se faire que par investissement sur le capital humain. Un investissement ne va pas forcément provenir de l'État, qui n'est pas forcément un État-providence, qui n'est pas forcément un État pourvoyeur de richesses, mais un État qui va tout de même essayer, malgré les difficultés et malgré ses nombreuses imperfections, de rétablir l'équilibre de la balance. Et pour établir l'équilibre de la balance, il faut effectivement que les citoyens y mettent du leur. Et pour cela, il faut nécessairement éviter certaines pratiques comme le gaspillage alimentaire. Il faudrait que par la force de la morale, par la force du respect des traditions, du respect de la solidarité entre frères, entre citoyens, entre mères, entre sœurs, on contribue véritablement à l'émergence des autres, à la satisfaction des besoins des autres lorsqu'on le peut, à la réalisation de leurs objectifs et surtout à la valorisation de leurs talents. Ce qui me permet d'amorcer sur un autre point. Assez vite? Oui, assez vite. Du haut de ma veille relativement bousculée, je vais dire que je remarque un très peu d'accompagnement de talent au Bénin. Et cela ne permet pas à ce que le développement soit véritablement endogène, soit véritablement issu de nos peuples mêmes. Vous remarquerez les jeunes qui s'en vont, des têtes bien faites qui s'en vont, qui mettent au service des autres nations des acquis, des fondamentaux, des talents et des génies qu'ils ont pu construire, peut-être ici en partie, mais qu'ils ont su développer
parce qu'ils ont pu recevoir un investissement ailleurs. Et c'est ce que ici je déplore, parce que ça n'entre pas dans le cadre du développement. Pour développer, investir dans le capital humain essentiellement, et surtout valoriser les initiatives de jeunes, valoriser quelque initiative qu'elle soit dès lors qu'elle entre dans le cadre du développement. Docteur Bertin Corvy, quel est le sentiment qui vous anime quand vous suivez ce tableau-là qui est peint? Je trouve qu'il n'a pas tort, mais je voudrais quand même nuancer. Et là, j'aime parler de ce que je sais. Moi, personnellement, j'ai investi sur 10 différents projets de jeunes. J'ai été déçu de tous. Je vais vous donner un exemple, aussi simple que ça. Un jeune homme militant qui aime l'économie fondamentale, tout le temps il me suit, il me dit qu'il a un projet agricole, il est en Côte d'Ivoire. Il me demande d'investir sur un certain nombre de stacks pour le manioc, afin qu'il fasse à checker. Je lui ai dit, alors trouve les terres, qu'est-ce qu'il faut. Bref, ça a été 14 millions. Et c'est lui qui s'occupait du champ. Et à la récolte, il a droit à 10% de la recette. Et il utilise mon manioc pour faire son projet à checker. Parce que son projet, c'est à checker. Mais on ne fait pas du à checker sans manioc. C'est ça. Par la suite, il m'appelle un jour pour dire qu'il a un contrat avec Nestlé. Et je suis allé voir le contrat. Ce monsieur devenait pratiquement le jeune le plus riche de son âge. Eh bien, j'ai vu que lui m'avait 1,3 million. Il lui manquait encore 7 millions pour remplir les conditions contractuelles. N'ayant pas d'argent, j'ai quitté le Bénin. Je suis allé lui remettre les 7 millions, juste lui serrer la main pour dire, je te crois. Réussis mon garçon et après tu vas me payer. Dès que j'ai quitté, il est revenu à Cotonou acheter une voiture à Cora, je ne connaissais même pas. Ce garçon est en fuite depuis 2022. Il a vendu mon propre champ à moi. Il est parti, ça fait 21 millions de perdus. Je laisse celui-là, je ne vais pas appeler. Il y a un célèbre homme politique dont les frères sont venus me voir. Ils veulent faire un vernissage à l'ambassade de Russie. Il leur manquait seulement 1,2 million. Ce que j'ai fait, à la suite, il n'y avait aucun vernissage. C'est même le peintre qui est venu me dire, président, quand tu me remets l'argent, il m'oblige à prendre la moitié. J'ai compris qu'ils se servent de moi pour te faire dépenser. Et d'autres, j'en aurais terminé, j'ai acheté des motoculteurs. Et les Béninois le savent. Et là, celui-là, ce n'est pas un jeune, c'est un vieux. Je suis allé à Tanguieta. J'ai mis 2. Il y a un à Kérou. Celui de Kérou, je lui ai dit, c'est 1 million. Arrivé à Kérou, ça fait 1,5 million de transport. Tu l'utilises, tu travailles, et pendant que tu travailles, tu me rembourses. Ça fait 3 ans. Il n'y a jamais eu de bonne récolte. Ça, c'est un. Celui de Tanguieta, je lui offre le motoculteur pour que ça serve, c'est-à-dire il a l'usufruit. Je garde toujours la nue-propreté pour que le village en bénéficie. Il vient de proposer ça en vente à 750 000. Il avait déjà pris 150 000. Je vais à Tanguieta le foutre en prison. Alors, vous voulez faire quoi avec une population qui réfléchit comme ça? Je vous donne un autre exemple, vous pouvez vérifier. Banque Pérou, mon village d'enfance, à 10 km d'entrée de Parakou. On m'appelle, il n'y a pas de l'eau potable. J'ai vu d'autres volontés, ensemble on s'est mis pour leur faire un forage avec une citerne en haut, un système solaire qui amène l'eau. Eux-mêmes, je suis sûr que c'est eux-mêmes, on fait voler le panneau solaire. On m'appelle pour dire, ah, on a volé ton panneau solaire. Je leur dis, mais moi, je ne bois pas l'eau au village. Et on a volé votre panneau solaire et vous n'êtes pas allé devant la divinité prétendue du village qui attrape les voleurs. Alors voilà, nous ne savons pas ce que nous voulons. Et c'est pour ça qu'il dit que la participation de notre peuple, tout ce qu'il dit est bien beau, je suis d'accord avec lui, mais il faudrait une société éduquée. Et quand vous commencez par faire du bien à quelqu'un, il croit que quelqu'un vous a... Vous me connaissez depuis quand même. Moi, je ne travaille pas au Bénin. Contrairement à ce que les Béninois croient, mon argent, je ne gagne pas l'argent encore au Bénin. Donc tout le monde là, oh, on lui a remis des milliards, on lui a remis ceci. Mais on va prendre pour nous. Vous ne pouvez rien faire avec un peuple qui réfléchit de cette façon-là. Et notre problème est d'abord culturel. Dès qu'on sent que vous avez une nomination, on vient te chanter à l'oreille. Nous faisons l'apologie de la corruption dans ce pays. Et c'est tout le drame de notre société. Je suis vraiment peiné pour la nouvelle génération qui monte, parce qu'à notre époque, c'était déjà difficile. À leur époque, à eux, ce sera compliqué. Moi, je vous donnerai les preuves, parce que je n'ai pas parlé sans preuve. Pas plus qu'hier, j'ai transféré 9 millions d'un côté et 3 millions d'un autre, parce qu'il parle de talent. J'ai découvert en une béninoise qui allait à Cannes, a gagné le premier prix devant 40 pays au cinéma.
Elle n'a jamais fait le cinéma. Hein. Il y a une école dans une cabane ici. Elle a participé au concours. C'est moi qui l'ai aidé quand même à aller en France. Elle a été la première devant les Nigérians, les Ghanéens, tout le monde. Cette jeune dame a gagné le premier prix. Elle a eu un 8e de bourse aux États-Unis, où elle va à Los Angeles. Toute la formation nous revient à 40 millions. J'ai parcouru la plupart des sponsors, j'en ai pas eu. J'ai décidé de casser le tirelier. Elle prend son vol le 6 prochain décembre. Je vais vous montrer son visa, je vais vous montrer les transferts qui ont été faits. Pas que je sois riche, mais je crois en son talent. Et pourquoi je le fais? Parce qu'il y a eu quelqu'un, Adoweto Yenoukoumé Salomon, qui a cru en moi. Quand mon père enseignait à ma mère ménagère, on était en grève en 88, j'ai décidé de laisser l'école. Il m'a dit non, tu as un talent pour l'école, je vais te financer. Alors, tout à l'heure, vous aviez fait référence à la question de l'éducation. L'éducation. Qui doit éduquer qui? Très bien. Alors, éducation, nombreux, éduquer, ça dit conduire. Oui. L'éducation, ce n'est pas l'école. C'est notre société qui est malade. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de hounon, il n'y a pas d'imam. Nous sommes une société malade. Et ça m'inquiète même plus que tout ce qu'on dit. Vous savez, les gens s'en prennent aux hommes politiques. Mais non, les hommes politiques sont à l'image de notre peuple. Et nous donc, nous devons nous réasseoir et réinventer le béninois. Quel béninois nous voulons aujourd'hui? Je sais que vous avez un talent et un vrai talent. J'ai été heureux de vous voir finalement exerçant votre talent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté l'invitation. Mais quand vous verrez des jeunes, parce qu'ils voient la télé, ils croient qu'on vous a déjà remis 1 milliard quelque part, vous avez reçu Covid, non, Covid lui a donné l'argent. L'argent roi. Et quelles que soient les valeurs morales dont vous pouvez faire montrer ici, personne n'en veut. Combien il a? C'est pas quelles sont les valeurs qu'il décide. Vous allez dans un village dans ce pays, vous sortez de l'argent de votre sac sanguinolent. Ils prendront, ils vont dépenser sans vous demander c'est le sang de quoi, et vous donnez la fille du roi en mariage. Alors, une société comme ça, nous courons à notre perte. Je vous parle sincèrement. En tout cas, c'est mon constat. Oui, mais qui doit éduquer qui? Je dis la société, c'est nous tous ensemble. Il faudrait... Est-ce que vous savez la résistance que Talon connaît aujourd'hui de la classe politique? C'est tout simple. Quand ils disent la vie chère, et les premiers opposants à Talon, ce sont même nous qui sommes autour de lui. Et parce que vous m'avez peut-être connu un peu plus généreux, mais aujourd'hui c'est fini. Ah non, on n'a pas les moyens. Ce n'est pas parce que vous soutenez Talon que vous avez des facilités. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis, les opposants de Talon là, ce n'est pas LD, ce n'est pas ceux qui crient, c'est autour de nous-mêmes parce que ne profitent de rien. L'argent roi. Le second opposant, c'est l'administration qui fait échouer. Alors le président se retrouve esselé à émettre des principes auxquels personne ne croit. Les gens disent la vie est chère. Mais quand vous aviez un certain âge, on parlait de Adjami, Agonlimi, oui ou non? Mais oui, mais nous mangeons les choses qui viennent d'ailleurs et on se plaint de la cherté de la vie. On va revenir sur d'autres plateaux pour aborder ces questions-là. Uriel, alors est-ce que vous avez le sentiment effectivement que notre population se retrouve dans la décadence éducative? Est-ce que j'ai ce sentiment? Je ne dirais pas que j'ai ce sentiment. Il s'agit d'un sentiment partagé, d'un sentiment commun, décadence éducative, certes, hein, et surtout une hérésie de l'éducation. Je ne veux pas me mettre à condamner. Je vais plutôt essayer d'apporter des solutions. C'est vrai, c'est ici l'intérêt de ce plateau, c'est son intergénérationnalité. J'ai en face de moi le grand Bertin Kaovi, je suis Urdiniel Alokpo, et du haut de mes observations et de ma veille citoyenne, parce que c'est une tâche à laquelle je m'attelle, c'est une exigence que je me fais, je puis dire qu'à la réalité, il faut véritablement une réforme. J'ai apprécié lorsque le docteur a parlé d'une éducation sociétale, d'une rééducation sociétale, et c'est justement ce qu'il faut. Mais
est-ce qu'il faut nécessairement passer par l'éducation scolaire? C'est là où je rejoins encore le docteur pour dire que aussi bien l'éducation scolaire que l'éducation culturelle, que l'éducation de la maison contribueront véritablement à un changement de mentalité. Parce qu'il s'agit là de beaucoup de problèmes qui ont été soulevés, de beaucoup de problèmes, des problèmes relatifs à la gestion des ressources, des problèmes relatifs à la gestion des émotions, à la gestion de ce qu'on va considérer comme étant le lucre et l'amour du lucre. Et ce sont des choses qui tirent vers le bas. Ce sont des choses qui tirent véritablement vers l'arrière. Et pour y remédier, il faut véritablement l'éducation. Alors, lorsqu'on va dans nos écoles primaires, il y a l'ES moral. Je vous assure, j'ai fait le primaire. J'ai suivi mes leçons, j'avais souvent des leçons sues en ES moral. Je ne suis plus en mesure de vous dire, voici ce que j'ai retenu. On nous conditionne à un bushing, on note la leçon sue. L'évaluation se fait sur les mots. L'étudiant ou l'élève bûche les mots. L'étudiant ou l'élève bûche les mots seulement pour pouvoir acquérir les points. Non pas pour s'en servir dans le cadre d'une éducation. Non pas pour s'en servir dans le cadre d'un vivre ensemble. Il s'agit véritablement d'une machination, c'est-à-dire 1 plus 1 égale à 2. Prends la leçon, on te livre la leçon, on t'explique quelques mots. On dit, tu es élève, tu bûches, tu viens, tu composes parce que ton objectif, c'est de passer en classe supérieure. L'objectif véritable qu'il faut inculquer aux enfants dès le bas âge, c'est de dire ES morale, ce n'est pas une matière, c'est une exigence. La morale n'est pas une matière qu'on va utiliser pour gravir les échelons scolaires. La morale, c'est ce qu'il faut pour vivre ensemble. C'est ce qu'il faut pour construire la nation. Et c'est une exigence que nous devons inculquer aux enfants pour que eux-mêmes, ils ne considèrent pas les leçons qu'ils apprennent comme étant des choses pour passer en classe supérieure, mais comme étant des choses qu'il faut pour grandir la nation, pour grandir au sein de la nation et pour véritablement changer les choses. Vous n'avez pas le sentiment, docteur Bertin Corvy, que le fait qu'on soit passé, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale aux différents ministères sectoriels, qu'on ait accompagné ou que nos dirigeants aient accompagné cette décadence éducationnelle à laquelle le peuple béninois est aujourd'hui confronté? Ben, vous conviendrez avec moi que ce n'était pas le ministère de l'Éducation nationale qui formait celui qui n'est pas allé à l'école. Or, le problème, ce n'est même pas seulement ceux qui sont allés à l'école du blanc. Je l'appelle comme ça. C'est toute la société qui est malade. Et par contre, je voudrais vous féliciter. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je crois que même si je me couchais aujourd'hui, je vais me coucher en paix parce que la relève est assurée. Ceci dit, je ne mourrai pas avant 120 ans, donc restez rassurés. Alors, non, je suis franchement content d'écouter des jeunes qui réfléchissent comme ça. D'habitude, je les vois en train de danser coups de marteau ou sur TikTok à insulter les autorités alors qu'ils peuvent utiliser le temps à autre chose. Je suis contre moi, personnellement, qu'on ait éclaté l'éducation en plusieurs secteurs. S'il m'était donné de demander au président de faire moi ce que je souhaiterais, ce serait le ministère de l'Éducation nationale. Et ce sera une femme, parce que ce sont les mamans qui éduquent dans une société. Et ce que nous vivons aujourd'hui vient de la décadence des femmes en réalité. Car ce sont les femmes qui programment l'enfant de 1 à 8 ans. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous le devez à votre mère. Mais regardez nos sœurs. Vous voulez vraiment leur confier l'éducation de votre enfant? Et c'est pour ça même l'avenir m'inquiète. Vous avez raison, il faut ramener l'éducation nationale dans c'est-à-dire qu'on ait un seul ministère global qui s'occupe de l'éducation. Mais il faudrait que la politique, et c'est là où le renouveau démocratique a échoué. Okay. Le renouveau démocratique n'a pas programmé le peuple à une vision du Béninois qu'on veut. Au temps de la Révolution, on avait des slogans, on avait des choses que nous disait, et ça nous servait de... En fait, vous êtes programmé, votre subconscient est programmé, et vous devez faire attention. Quand vous devez faire quelque chose de mauvais, vous vous souvenez du nom de votre famille. Qui se soucie aujourd'hui de ce qu'on pense de son nom de famille? Vous voulez dire qu'il y a eu une sorte de libertinage qui... Absolument, ça dit, nous avons tout dévoyé. Et c'est à partir de 90. Vous savez, j'ai bien aimé qu'on soit passé à une pseudo-démocratie. J'étais moi de ceux qui suivaient Goudou, Thomas Goudou,
qui avait rejeté la Constitution en 90 parce que ça ne résolvait pas le problème qu'on avait. Mais ça, c'est un autre débat. Mais nous avons détruit tout ce que Kérékou avait essayé de construire comme valeur pour le Béninois. En réalité, nous n'avons plus de valeur. Pourquoi le Béninois est-il prêt maintenant à mourir? Ils ne sont pas nombreux à mourir pour une cause. Ils veulent vivre pour l'argent, mais ne sont pas prêts à mourir pour quelque chose. Et c'est le drame de notre société. J'exagère peut-être, mais j'en suis venu à cela, au point où je vous ai dit, être président, ça me dit plus, ça me plaît même plus. Parce que d'ici, c'est ce peuple-là. Il vaut mieux que d'autres soient présidents. Parce qu'on attend tout du président. On croit qu'il a tous les pouvoirs, qu'il peut tout faire. Mais non, c'est ensemble. Mais est-ce que ce n'est pas le président aussi qui non, parfois donne président. le sentiment? Non, ce n'est pas le président. Enfin, je ne parle pas de talon. Non, pas du président. tout. C'est notre constitution qui a taillé le poste du président comme un surhomme, au fait. Un Mussolini. Il est trop puissant, le président béninois. Et d'ailleurs, le président talon, qui est très malin, et, monsieur le président, autorisez-moi ce mot, qui demande qu'on modifie la constitution la première fois et qu'on diminue les pouvoirs du président. Dès que les autres n'ont pas compris, ont rejeté, eh bien, le président a encore donné plus de pouvoir au président. Alors qu'il avait dit que le président était déjà trop puissant. En réalité, le président béninois est trop puissant. Et la puissance du président vient encore de ce que le Béninois a démissionné. De la veille citoyenne, de la participation. Quand on n'est pas d'accord avec un chef pour le dire, on cherche les mots. Mais les Béninois, écoutez nos jeunes sur TikTok. J'ai fini par me mettre sur TikTok pour les écouter, pour les comprendre, pour pouvoir aller voir le président parfois plaider leur cause. Parfois, ils ont des causes justes qu'ils défendent, mais ils trouvent mal les mots. Ils confondent tout à la politique. Est-ce que ce sont ces jeunes-là qui confondent tout à la politique ou c'est leur naïveté qui pousse les acteurs politiques à leur faire porter des responsabilités qui ne leur incombaient forcément pas? Alors, les deux vont de... En fait, vous avez raison, les deux sont vrais de ce que vous dites, mais en réalité, ils ne sont pas aussi naïfs que ça, nos jeunes. Ne vous y trompez pas, ils sont même plus intelligents, plus alertes que nous. Voici un ici qui nous ferait un bon ministre de l'Éducation nationale, mais bon, malheureusement, le Bénin n'a pas encore compris qu'il faudrait un gouvernement de 16 membres, 8 jeunes, c'est-à-dire de 20 à 39 ans, 8 jeunes, 4 garçons, 4 femmes, et les autres, les adultes de 40 à 99 ans, 4 mamans, 4 papas. C'est ce que j'avais proposé en 2016, pour que réellement le gouvernement reflète la société, que les jeunes se sentent concernés. Et si en 2026, Inch'Allah, celui vers qui le président va nous tendre la main, on fera tout pour qu'il soit élu, mais nous allons exiger que dans son gouvernement, ce n'est pas du jeunisme, mais je crois que dans une société où les jeunes sont 60%, il faut qu'ils participent à l'action publique. Mais comment voulez-vous que les jeunes puissent participer si, a priori, on ne les associe pas? Mais qui va les associer? Mais c'est à eux de prendre le pouvoir. Mais attendez, monsieur, vous me connaissez quand même. Mais je viens de créer le défensorat du peuple béninois. Mais c'est moi qui l'ai créé. Et j'en assume la responsabilité, je l'anime. Et au point, tout le monde m'appelle défenseur du peuple. Mais il y a bien le médiateur, non? Je suis en train de jouer son rôle parce que j'estime qu'il ne le joue pas bien assez. Donc les jeunes sont jeunes, ils ont de l'initiative, ils sont forts. Le temps qu'ils passent à danser coups de marteau, à danser Djeneba, et j'en oublie sur TikTok, mais qu'ils utilisent ce temps-là à faire la réflexion. L'avenir leur appartient. Mais ils sont là à dire non, il faut que les vieux s'en aillent, c'est leur tour. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Mais c'est en agissant que vous vous imposez. Du reste, c'est ce que je crois, ça a toujours été ma tactique. Monsieur Urniel, alors quelle est cette limite à laquelle votre génération est confrontée au point de ne pas se retrouver dans l'action, puisque le docteur Bertin Corvic, quand même, à travers le tableau qui est peint, vient de démontrer que les jeunes ne prennent pas effectivement leurs responsabilités. Je dirais que ce n'est pas tout à fait faux. Dans une large mesure, c'est vrai. Je dirais que les jeunes véritablement ne considèrent pas la nécessité
ou l'opportunité d'une implication. Ça, c'est un pan du problème. Ce pan du problème consiste en une absence de prise de conscience. L'absence de la prise de conscience, je discutais hier avec un ami qui considérait que s'il va voter ou pas, celui qui sera élu sera élu. Mais à la réalité, ce n'est pas ça. Le vote, c'est l'expression de la volonté du peuple, a priori. Le vote, c'est ce par quoi on choisit celui qui va nous élire. Et lorsqu'on remarque que les jeunes ne s'impliquent même pas par le vote, c'est que de leur côté, ils ne croient pas en ce qu'ils peuvent, en ce que leur voix peut changer quelque chose, en ce que leur voix peut moduler ou fabriquer une meilleure démocratie. Un autre point du problème, le cadre normatif. J'ai beaucoup apprécié lorsque le docteur parlait de 8 jeunes dans le gouvernement et 8 adultes, des gens qui ont un peu une grande expérience, de 20 à 39 ans. J'ai apprécié. Mais pour garantir cela, il faut un cadre normatif solide. Parce que lorsqu'on va remarquer que les jeunes, il y en a qui s'engagent, il y en a vraiment plusieurs qui s'engagent, mais souvent sont découragés et très peu restent dans le circuit. Pourquoi? Le cadre normatif ne s'y prête pas, le cadre institutionnel ne s'y prête pas, et tous les aînés ne sont pas comme le docteur Bertin Koroui. Je le dis parce que j'ai pu remarquer, parce que j'ai pu observer. Tout le monde n'est pas en faveur de la participation politique des jeunes. J'ai pu discuter avec certaines personnes qui exigent et qui défendaient coûte que coûte qu'on ne peut faire de la politique qu'à partir de 40 ans. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous êtes tenu de faire de la politique avant d'apporter votre contribution au développement du pays en tant que jeune? Non, justement non. C'est justement pourquoi je parlais du vote d'abord. Okay. C'est justement pourquoi je parlais du vote. Et aussi, une autre limite, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce qui limite l'intervention des jeunes et la participation des jeunes. C'est pourquoi je parlais du cadre normatif. J'ai parlé du cadre normatif, j'ai parlé de l'absence de la volonté des jeunes et de l'absence de la prise de conscience en l'opportunité, en la nécessité de s'impliquer par le vote et également par la participation politique. J'y reviens. Parce que lorsqu'on s'en va militer dans un parti politique, on s'en va militer pour la cause du parti politique, laquelle cause entre dans le cadre d'une optique du développement. Et en entrant dans le cadre de l'optique du développement, le jeune participe de la réalisation de cette optique du développement. Et en participant de la réalisation de cette optique du développement, par ricochet, le jeune participe au développement. Et c'est justement ce qui manque. Les jeunes n'y vont pas véritablement. Mais lorsqu'ils vont, on va aussi remarquer un autre problème. Le problème, une sorte d'extension ou de corollaire du problème qu'a soulevé le docteur tout à l'heure, le problème du manque de solidarité, le problème de l'autocorruption, le problème de l'intercorruption. Lorsqu'on va remarquer que des jeunes qui arrivent à émerger sont ralentis par d'autres jeunes, lorsqu'on va remarquer que les jeunes qui essayent de se débattre pour s'en sortir par eux-mêmes et pour par le même effet apporter le développement au peuple béninois ne sont pas véritablement accompagnés par les autres jeunes et la balance tend, en tout cas penche vers le côté de la destruction des jeunes par les jeunes, de la destruction des jeunes entre les jeunes, on va remarquer que les jeunes n'évolueront pas. Ça, c'est un autre problème qu'il faut véritablement pointer du doigt. Lorsque les jeunes veulent évoluer, leur problème n'est pas seulement les aînés, leur problème n'est pas seulement le cadre institutionnel, le cadre normatif, leur problème est également entre eux. La société civile. Dans la société civile, parce que la société civile citoyenne est ce qui participe véritablement de l'accès des personnes aux causes, de l'accès des personnes à la défense des causes pour le développement. Et lorsqu'on va remarquer deux organisations de la société civile, qui militent sur la même thématique, qui ont la même cause, ils sont censés collaborer, ils sont censés être ensemble. Mais qu'est-ce qui se remarque? Il se remarque qu'il y a comme une divergence dès lors qu'il y a des intérêts économiques et financiers en jeu. Il y a une divergence et non pas une convergence. Laquelle convergence devait être le principe, devrait être le mot d'ordre, qui devrait être véritablement la ligne à suivre. Mais à la réalité, dès lors que les intérêts financiers entrent en jeu, il y a divergence.
lorsqu'il y a un bailleur qui veut financer, ils viennent, les organisations de la société civile y iront de leur côté. Mais lorsqu'on va considérer la même thématique ou le même problème, plusieurs organisations de la société civile qui travaillent sur le même problème, ils doivent nécessairement collaborer pour avoir le financement. Mais les organisations veulent avoir le financement pour elles-mêmes. Euniel Alokpo, aujourd'hui, on souhaite qu'il y ait plus de jeunes à pouvoir prendre la parole, à pouvoir occuper des postes de responsabilité. Vous aviez fait référence à un tableau assez critique, mais qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui comme démarche par rapport à cette thématique de participation du peuple béninois à la construction de son développement? Avant même les recommandations, puisqu'il y en a, et je ne vais pas dire que ces recommandations viennent véritablement de moi. Ce sont des recommandations qui passent depuis très longtemps, mais qui semblent tomber dans des oreilles de sourds. Et aujourd'hui, vu que l'opportunité se présente, je vais relancer. Mais avant, j'aimerais dire par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, qu'il faut nécessairement relativiser. C'est vrai, il y a un problème endogène. Le verre est dans la mangue, comme on dit. Mais il y a des jeunes solidaires, en même temps qu'il y a des jeunes qui ne le sont pas. Il y a des jeunes qui s'entraident, en même temps qu'il y a des jeunes qui se chamaillent pour un rien du tout. Et c'est ce point que j'aimerais apporter, parce que ce serait une offense à ceux qui travaillent bien, à ceux qui font du bien autour d'eux, que de ne pas reconnaître cela. Et en plus, sur les recommandations maintenant, le quota. C'est vrai, actuellement, on a pu remarquer que le quota, relativement aux femmes, à l'Assemblée nationale, a pu prouver ses limites. J'étais au colloque sur les cultures politiques africaines. Il y a eu une présentation sociologique qui a été faite et qui a démontré qu'à la réalité, s'il n'y avait pas eu le quota, il y aurait moins de femmes à l'Assemblée nationale qu'à la législature précédente. C'est-à-dire que malgré le quota, il n'y a pas eu de volonté d'intervention de la part des femmes. C'est vrai qu'il y a cette limite, mais vu qu'il y a eu le quota, on a au moins eu une vingtaine de femmes. Et c'est justement ce qu'il faut pour les jeunes. Un quota pour les jeunes. Pourquoi pas 20 également? Pourquoi pas plus? Parce qu'on ne peut pas vouloir changer le problème ou résoudre le problème des jeunes sans pour autant en appeler à leur considération, à leur perception. Parce que lorsque vous êtes du haut, vous voyez la vallée, vous ne voyez pas vous voyez peut-être les contours de la vallée, mais vous ne voyez pas les réalités de la vallée. Et celui qui est dans la vallée vous voit du bas, il s'imagine ce que vous vivez. Et nécessairement, il faut une approche synergique, il faut une approche beaucoup plus collaborative dans cette marche vers le développement. Et pour cela, il faut un quota pour les jeunes. Il faut que les jeunes puissent accéder à des places de décision. Il faut que les barrières soient brisées, que les barrières normatives soient brisées, que les barrières psychologiques et sociologiques soient brisées. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure de la prise de parole des jeunes, lorsque j'entends prise de parole, j'entends liberté d'association, enfin liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de pensée. Parce que la parole, c'est ce par quoi la pensée se forme en même temps qu'elle se transmet. Et je peux vous dire aujourd'hui que d'abord, la liberté d'expression n'est pas une liberté absolue. C'est une liberté à laquelle on peut déroger sur fond de l'ordre public, sur fond de la raison d'État. Mais nécessairement, il faut non pas une absoluté de la liberté d'expression, mais un renforcement de la liberté d'expression. Aujourd'hui, elle est très fragile. Elle est très fragile. On peut remarquer que la plupart de ceux qui prennent la parole ne sont pas au Bénin, sont à l'extérieur. Est-ce que c'est la liberté d'expression qui est fragile ou c'est l'acteur qui porte cette liberté-là qui se refuse de respecter peut-être l'arsenal juridique mis en place? Il y a également ça. On va considérer que certaines personnes exagèrent dans leur prise de parole. Et c'est justement pourquoi je parle d'absence d'absolutisme de la liberté d'expression. Mais
lorsque le cadre normatif ne renforce pas la liberté d'expression et que les conséquences d'une expression simple et suffisamment explicite sur un problème sont beaucoup plus fortes et non proportionnelles à ce qui a été dit, assurément, il y a une fragilisation de la liberté d'expression. Docteur Bertin, vous voulez rebondir sur... Oui, je rebondir voilà. à ce qu'il dit. Moi, j'ai connu la Révolution. J'ai connu la Révolution et les analyses qu'il fait aujourd'hui là. Au temps de la Révolution, il les ferait, qu'il serait en prison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un va l'interpeller pour ce qu'il dit? Mais est-ce que vous dites là, est-ce que c'est pour créer une sorte de psychose? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je fais juste une comparaison, je voudrais rappeler l'histoire. D'accord. Ce qu'il dit est très pertinent. Vous voyez quelqu'un le poursuivre pour ça? Non. Il faut choisir les mots. Parce que liberté d'expression, là, ça n'a pas commencé par votre génération. Quand vous voulez parler même à votre père, alors qu'il est en faute, il est en erreur, vous choisissez les mots. Parce que nombreux confondent liberté sur TikTok. Ils croient que c'est est nihilo, ils croient que c'est isolé. Ils ne savent pas qu'ils parlent en réalité dans la vie déjà en général. Mais quand on se retrouve dans un environnement comme ça, oui. Est-ce que les dirigeants aussi ne peuvent pas, à des moments donnés, prendre des décisions majeures et surseoir peut-être ces réseaux sociaux? Non. C'est aussi, il va vous parler de droit de l'homme, heureusement qu'il est là. D'accord. À droit de l'homme. Ah oui, oui, c'est l'aide des droits de l'homme. Alors que le droit des enfants, c'est de recevoir la fessée et de faire ce qu'on leur demande. C'est ce que nous on a connu. Ah, tu ne bronches pas. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas frapper ton enfant à l'école. Et ça participe justement de ce qu'on a aujourd'hui. Il paraît qu'on ne frappe plus les enfants. Ah, chez moi, ah non, c'est moi, dès qu'ils ont eu l'âge qu'il faut, fesser à partir de 16 ans, et même à 30 ans, 40 ans, mon garçon, je vais le fesser s'il est en erreur. Mais je le laisse, on ne le frappe pas jusqu'à ce qu'il ait construit sa personnalité. Ça lui donne le choix et cela. Mais notre problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème d'éducation. Il y a un problème de guide, de contrôle. Quand vous regardez parfois même nous-mêmes adultes, tels qu'on se parle en politique. Mais les enfants veulent nous copier. Et malheureusement, ce sont eux qui en souffrent parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'aura où on peut leur pardonner ce qu'ils disent. Je ne vais pas critiquer un homme politique que j'aime bien, je ne vais même pas appeler son nom. Mais quand vous l'écoutez parler, oh, j'irai le chercher le 5 avril, oh, j'irai faire ceci. Est-ce qu'on lui a dit quelque chose? Non. Mais quand des enfants ont tenu les mêmes propos, nombreux ont fait 16 mois de prison. Parce que, il y a des choses qu'on ne dit pas publiquement. Donc c'est ça au fait notre problème. Droit de l'homme, oui, liberté d'expression, ce pays au Bénin là, ce n'est pas encore en péril. Pratiquement pas. Parce que si vous choisissez vos mots, vous allez vous exprimer. Mais moi je suis de la mouvance présidentielle, je soutiens le président Patrice Talon, vous verrez presque personne dans la mouvance tenir les propos que je tiens. Mais je cherche l'angle pour ne pas humilier la République, pour ne pas insulter le président, pour dire le même message. Mais tout en étant accepté par le président, faites le même exercice. Il y en a qui trouvent que je suis trop suicidé. Je dis, mais non, comment il voit le président Talon? Il me dit, Covid continue. Tu nous permets de nous mirer, de savoir là où on fait des erreurs. Ça, c'est le président qui dit ça. Mais les autres ne voudront jamais parler. Donc, il faut dire à tes jeunes de ton âge là, liberté d'expression, c'est pas pour ça qu'on va toucher les fesses de la grand-maman. Elle va vous amener au tribunal. Donc, choisissez vos mots. Moi, je me suis mis sur TikTok à essayer de les éduquer, à leur parler, à leur dire ne faites pas mes erreurs, parce que vous ne pouvez pas payer le prix que j'ai payé. Est-ce que ce n'est pas aussi par manque de prise de pareilles initiatives de la part des aînés à des moments donnés, tel que vous le faites? Oui, nous ne sommes pas nombreux à faire ça, parce qu'ils se disent, bon, ils ne veulent pas aller sur TikTok, les jeunes insultent. Mais à force de faire ça, c'est bizarre, j'ai trouvé nos jeunes très polis. Ceux qui m'insultaient hier ont commencé par bien me parler parce que je les comprends, je ne fais pas Covid, je me mets à leur niveau. Ils font de la pagaille parce que TikTok, malheureusement, c'est la pagaille qui plaît le plus. J'entre dans leur mode, je fais la pagaille avec eux et après je leur dis, mais faites attention à si. Donc, il faut effectivement que les hommes politiques se mettent sur TikTok. Même Donald Trump est sur TikTok. Et commence par éduquer nos enfants. Mais quelque part où vous avez raison, je crois à certaines heures, il faut couper TikTok pour que les gens aillent dormir. Parce que notre société ne travaille plus. Les femmes sont en train de brûler les sauces, la sauce de la famille, à regarder TikTok tout le temps.
Ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Bertin Corvi, je rappelle que vous aviez été présidentiable en 2016 ici au Bénin. Vous avez porté plusieurs programmes pour le peuple béninois. Mais dites-nous aujourd'hui, quelles sont les différentes actions concrètes que vous pouvez proposer en termes de renforcement de la participation citoyenne de nos populations? C'est déjà ce que nous faisons. Éduquer le peuple en participant à des émissions sur des plateaux, faire des contenus audio, vidéo, et aller sur les radios, parcourir le pays, aller parler aux populations. Là, le 7, je réunis ceux qui ont été victimes de saisies illégales et injustes de leur stock par la douane. La loi dit, à moins que, je ne sais pas si les juristes, mais la loi dit qu'il ne faut pas vendre le soja ou l'acajou hors de nos frontières. Mais quand vous êtes à Bétérou, vous êtes encore à plus de 200 km de la frontière togolaise. Comment on peut présumer que vous allez au Togo? Imaginez que ce soit même votre intention. La preuve est la rançon du droit. On saisit le camion, on devrait verbaliser le conducteur, faire payer d'amende. Non, on dépossède le propriétaire de son bien. Et après, le chauffeur, lui, vient payer d'amende pour récupérer son camion. Et le monsieur, il y en a qui se suicident. Et on dit partout, c'est le président qui a dit, oh, c'est la loi. La loi n'a jamais dit ça. L'esprit de la loi veut que si on arrête un camion dans ces conditions-là, eh bien, qu'on lui fasse payer d'amende, surtout au transporteur. Et que l'autre, on l'oblige à repartir encore dans son magasin. Ou de la preuve. Ça, c'est un. J'ai découvert que je suis en venant ici. Est-ce que vous savez que ce sont les conducteurs, certains conducteurs indélicats, qui vont voir les propriétaires de stock, leur disent, j'ai déjà acheté la voie chez les douaniers, donne-moi tel montant, tu peux passer toi sans être arrêté. Le monsieur prend la route, on l'arrête, alors que ce monsieur-là, certainement, est de connivence avec ceux qui vont arrêter. Votre mot de fin sur cette émission? Je voudrais vous remercier de l'insigne honneur que vous me faites de m'inviter ici et surtout de faire parler les jeunes. Je voudrais appeler notre peuple à sa propre responsabilité. Personne ne développe un pays. C'est ensemble que les populations développent leur pays. Mais il faut un leader qui est devant. Le président Patrice Talon s'échine à cela, avec des hauts et des bas. Mais ne faisons pas de tout la politique. Si vous avez des revendications, trouvez les mots pour les exprimer et vous ne serez pas poursuivis. Je voudrais terminer en remerciant le premier qui a parlé de la police. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, quand vous êtes devant un policier, ou du reste un homme en armes, même si l'injonction qu'il vous donne viole vos droits, il n'y a pas de droits humains qui fonctionnent là. Vous obéissez. Et vous faites faire rodéo, faites rodéo. Quand vous avez fini, allez porter plainte contre lui. Parce qu'on ne sait pas encore ressusciter quelqu'un qui est mort de bavure policière. Et notre police n'a pas pour vocation de tuer quiconque. Il y a certaines erreurs dues à des policiers, mais ce n'est pas l'institution police qu'il faut blâmer. Merci infiniment, docteur Bertin Corvi. Urniel Alokpo, votre mot de fin? Mon mot de fin sera un peu un résumé. Consistera à dire qu'il faut éviter le gaspillage alimentaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Consistera à dire qu'il faut un renforcement du cadre normatif pour encourager la participation politique des jeunes à travers l'instauration d'une loi aidant à l'instauration d'un quota minimum de jeunes présents sur les sphères de décision. Qu'il faut aussi une loi qui protège ceux qui défendent les droits. Qu'il faut surtout, parce que hier a commencé récemment, il y a eu le début des 16 jours d'activisme, initiative des Nations Unies en faveur de l'élimination des violences faites aux femmes. Je m'en voudrais de ne pas attirer l'attention sur cela. Les femmes, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles. Et elles méritent une vie de reine, quels qu'en soient leurs défauts, peu importe ce qu'elles font pour énerver. Elles méritent la grandeur, parce que la femme dans nos sociétés africaines, bien qu'elle soit très peu valorisée, elle a beaucoup de valeur parce qu'elle est procréatrice par excellence. Et donc, éviter les violences faites aux femmes,
Arrêtez de battre les femmes parce qu'elles ne sont pas des instruments. C'est mon message à l'endroit de tous, parce que le respect de chacun contribue au développement de tous. Merci infiniment, Uriel Alopo. Je rappelle que vous êtes juriste et militant pour les droits humains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sera donc pratiquement tout pour cette émission Le Bon Citoyen. Je recevais pour vous, au titre du débat du jour, le docteur Bertin Corvi. Il se retrouve être présidentiable de 2016 dans notre pays, le Bénin. Il était accompagné de Uriel Alopo pour partager leur point de vue avec nous sur l'importance de la participation du peuple béninois dans son propre développement. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve semaine prochaine si Dieu le veut.